Donc, Excusez-moi. oui, não, c'est pas grave. Donc, muito obrigado a todos. Nós estamos iniciando mais um webinário internacional da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifesp. E é com muito prazer que nós recebemos hoje o professor Dr. Jean-Pierre Poulin. E em respeito ao idioma principal do webinário de hoje, nós vamos falar em francês, mas nós temos a felicidade de ter professoras de suporte que vão aqui fazer a intermediação. Donc, alors, j'aimerais dire un gros, immense merci à professeur Dr. Jean-Pierre Poulin pour être si gentil d'être avec nous aujourd'hui. C'est extrêmement important, surtout qu'on peut discuter, dans une langue un peu différente de notre webinaire, c'est toujours l'anglais, donc c'est une satisfaction d'entendre le français. En plus, on recevra un professeur de la sociologie, donc que c'est le berceau de toute la pensée de sociologie, donc c'est la France, c'est immense orgueil pour nous de recevoir vous, professeur. Mais avant que la professeure Juliane et le professeur Marie-Sylvie vous introduisent, j'aimerais vraiment en dire un gros merci et en honneur de la Pró-Reitorie de post-graduation et de recherche d'Unifesp. J'aimerais dire un merci à la professeure Maria Silvia de Souza Vital. La professeure Maria Silvia, elle est professeure du département de pédiatrie du secteur de la médecine de l'adolescence et professeur permanent du programme de post-graduation en éducation et santé de l'enfance et de l'adolescence. Et la professeure est une professeure adjointe et chef du secteur de la médecine de l'adolescent à l'UNIFESP et membre du conseil exécutif de la Confédération de l'Adolescência et Juventude de Iberoamérica, Italia et Caribe. Alors, merci beaucoup, professeur Maria Silvia, pour votre gentillesse, pour votre participation et pour toute l'organisation que vous avez faite pour pouvoir nous donner cette chance de contact avec le professeur Jean-Pierre. Et je vais vous laisser libre pour présenter et pour introduire Juliana Toledo et aussi professeur Jean-Pierre. Et après, on peut continuer avec la présentation du professeur Jean-Pierre Poulin qui va nous parler sur la socialisation des pratiques alimentaires des enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professor Camilo. Eu vou fazer a apresentação, dar uma normatização para o público. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todas, todos e todes. Teremos uma manhã maravilhosa. Nós contamos aqui com o apoio da professora Juliana de Toledo Grazini, da Vera Kiss, e com o Abdel Bonen Sassá, que é aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde. Nós vamos fazer da seguinte maneira: levantem a mão quando tiver alguma questão, ou no final, vamos ver como o professor prefere, né, se no final da apresentação dele, se vamos interrompendo, mas, enfim, levantem a mão, porque aí a Juliana traduz a pergunta para o professor poder responder, porque imagino que nem todos falem francês aqui. Eu acho que era... E no chat a gente vai fazendo algum comentário, conversando. O Abdel também ajudará, né, no chat, para eventuais, para ajuda na tradução, fazer o resumo da tradução, e também com algum comentário e também com a elucidação de questões. Eu só queria apresentar, então, o professor Jean-Pierre Poulin, que é sociólogo, antropólogo, professor da Universidade de Toulouse Jean Jaurès, Chair of Food Studies na Toulouse University Center, Malásia, e autor de alguns livros, como Sociologia da Alimentação, Sociologia da Obesidade, Dicionário de Culturas Alimentares, entre outros, e colabora com a Vera Kiss desde 2010. A professora Juliana é doutora em Formação, Comunicação e Jornalismo Científico e Popularização Científica pela Universidade de Paris 7, é diretora da Vera Kiss, vive na França há mais de 20 anos, onde ela pesquisa e desenvolve projetos de jornalismo científico, popularização da ciência e comunicação nas áreas de alimento, alimentação e nutrição.
Antes de dar a palavra para o professor, só dizer que, para a sociologia, as reflexões sobre comida se concentram principalmente nos vínculos sociais, que são dispositivos normativos que controlam e verificam, né, os dispositivos normativos que vão controlar a ingestão alimentar. E a refeição é uma instituição cujas funções sociais são buscadas. Então, sabor, sistemas culinários, processos de incorporação de alimento e os corpos fazem parte dessa reflexão sociológica, assim como também a participação dos alimentos na construção das identidades sociais. A crianças e adolescentes, eles são confrontados a várias esferas de influência alimentar, nas quais se baseiam para definir suas preferências, né? Pais, irmãos, amigos, ambiente escolar, dentro e fora da casa. E essas influências se concentram e às vezes se encontram, às vezes se contradizem, né? E pesam muito na socialização desses indivíduos. A influência recebida ela é plural, mas a influência dos pais continua sendo essencial, devido à falta de total autonomia, né? E relacionado ao material que as crianças recebem nos seus primeiros anos, as muitas refeições feitas em família, o tempo gasto à mesa e a carga emocional da infância e adolescência. Bom, isso como introdução. Agora, em respeito ao idioma da palestra, vamos dar início. Então, o professor Jean-Pierre começará a nos explicar, só não esqueçam disso, levantem a mão para as perguntas, para a gente poder traduzir para o professor. Uma boa jornada. Jean-Pierre, à vous, doucement. Pour moi. Parfait, merci. Merci à tous, merci de ces présentations. Je vais travailler en 4 temps, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent, de les poser au cours. J'essaierai d'en tenir compte. Dans un premier temps, je vais regarder, est-ce que Sarah peut avancer? Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est des informations pour vous, pour retrouver des articles publiés ou pour retrouver des présentations en français, en anglais. Il y en a même quelques-unes en portugais. Donc, vous pourrez dans SlideShare aller rechercher un certain nombre de documents pédagogiques. On pourrait avancer. Voilà, parfait. Donc, voilà. Avant de démarrer, l'alimentation, pour un sociologue, est intéressante parce que il y a autour de l'alimentation toute une série d'apprentissages qui sont nécessaires pour qu'un enfant apprenne à manger dans la société où il est né. Et en même temps qu'il apprend à manger, eh bien, l'alimentation est un levier de sa socialisation, c'est-à-dire de la façon dont il va devenir un individu qui sait se comporter et qui trouve sa place à l'intérieur d'une communauté. Donc on a un double versant ici, la socialisation alimentaire, qui permet à l'enfant de manger correctement et de manger proprement, de manger sereinement, et puis quelque chose qui déborde, beaucoup plus large, qui est la socialisation, parce qu'à travers l'alimentation, eh bien c'est une partie du système de valeurs de la société qui est transmis à travers les générations. On peut avancer. Voilà. Regardons l'extrême diversité des cultures alimentaires à travers simplement le prisme des catégories alimentaires disponibles dans les marchés nationaux. Regardez le Japon, si on le compare avec le Rwanda, la quantité de poissons absolument considérable. Et au Rwanda, on va avoir d'autres catégories alimentaires. Et ce sont des échelles logarithmiques, c'est-à-dire que les écarts sont absolument considérables. L'Argentine, la Colombie, le Portugal. En fin de compte, à travers ces données-là, on voit à quel point le culturel, les traditions, l'histoire, la géographie, la sociologie pèsent sur l'alimentation.
Et on voit bien ici comment l'alimentation va nous introduire dans une société et comment la société pèse sur nos choix, sur nos goûts, sur notre manière de concevoir le plaisir. On peut avancer. Voilà, le plan que je vais adopter est en 4 parties. Une partie où on va voir ce qu'est la socialisation alimentaire un peu plus précisément et quelles sont les interactions entre le biologique, le psychologique, le sociologique, l'anthropologique. Dans un deuxième temps, je parlerai de la néophobie et de la construction de la personne. Puis, nous aborderons la question de l'épigénétique et de l'alimentation. Et puis, j'avais demandé une série de questions, un peu d'actualité, et on essaiera de voir comment ce que nous vivons en ce moment, la crise contemporaine, eh bien, peut avoir un effet sur la socialisation des enfants. On peut avancer. Alors, une première manière de voir la socialisation, c'est de considérer l'influence qui nous vient à travers les parents, la télévision, les programmes scolaires, la religion, plus largement la culture, et qui vont déterminer un certain nombre de comportements, de normes sociales, de valeurs. Elles vont avoir une influence sur notre rapport au corps, la manière dont nous envisageons, dont nous représentons notre corps, notre rapport au temps, car nous mangeons selon des rythmiques qui sont différentes. Un Toulousain et un Barcelonais ne mangent absolument pas au même moment. Et pourtant, nous vivons en Europe, à quelques centaines de kilomètres, et nous partageons tout un ensemble de valeurs communes. À midi, les Français mangent. À 2h30, les Espagnols se mettent à table. Les modèles alimentaires, on va voir ce que c'est tout à l'heure, varient d'une culture à l'autre, mais les modèles d'esthétique corporelle, la manière dont nous envisageons la beauté des corps, bien en chair, pas bien en chair, est culturellement déterminée et varie également à l'intérieur de l'époque, avec le temps, à l'intérieur d'une société. Les relations au plaisir, ce qu'est le plaisir, simplement dans les sociétés protestantes ou catholiques, dans les sociétés marquées par l'islam, marquées par l'hindouisme, ont une relation au plaisir qui est différente. Et puis, la hiérarchisation des goûts. Cette vision est une vision un peu classique, un peu ancienne, et qui laisse penser que le biologique préexiste à la société et que la société façonne le biologique. En fin de compte, les choses sont plus complexes que ça, et on pourrait changer. Et j'ai proposé un modèle théorique que j'appelle l'espace social alimentaire, pour rendre compte à la fois de ce qui relève du social et de ce qui relèverait du biologique ou de l'écologique. L'intérêt de cette distinction, c'est à la fois de marquer des différences et de pouvoir penser les interactions. Alors, commençons par le décrire. Le statut d'omnivore donne aux êtres humains la possibilité de faire des choix, d'avoir un espace de liberté. Un espace de liberté parce que les contraintes qui pèsent sur lui sont des contraintes relativement lâches. Je vais le faire rapidement, mais vous avez un livre qui a été traduit en portugais qui s'appelle justement Sociologie de l'alimentation, et le sous-titre c'était l'espace social alimentaire, donc je vous renvoie à cette lecture. Mais du point de vue nutritionnel, les contraintes qui pèsent ne sont pas nombreuses. Il y a des contraintes liées aux acides aminés qui doivent être là dans une certaine proportion,
mais que ces acides aminés viennent de lait, d'œufs, de viande de bœuf, de viande de porc, de poisson, et d'un mélange judicieux entre des céréales et des légumineuses, eh bien, il y a plein de solutions possibles. Et ces solutions possibles offrent à l'individu, aux sociétés, des espaces de liberté. Les acides gras, à nouveau, nous avons besoin de certains acides gras, mais les sources des acides gras sont nombreuses. À nouveau, nous avons besoin de certains éléments minéraux ou vitamines avec une certaine récurrence, mais de nouveau, on peut en trouver dans différents endroits. Et puis, si jamais nous en manquons pour quelques jours, eh bien, l'organisme a une capacité d'adaptation, une capacité à vivre relativement avec le manque. Donc, cet espace de liberté donne aux cultures la possibilité de jouer sur ces espaces pour créer de l'identité et de la différence. Si je décide de ne pas manger de bœuf, eh bien, je vais pouvoir vivre quand même. Et je n'aurai pas de problème de protéines parce qu'il y a d'autres sources possibles. Si je décide de ne pas manger de porc, si je décide d'être végétarien, je peux être végétarien sous la condition de respecter un certain nombre de règles. D'ailleurs que les traditions alimentaires de mélange des légumineuses et des céréales qu'on retrouve dans de très nombreuses sociétés ont mis à disposition. Ces choix permettent d'affirmer des positions, d'affirmer des statuts, d'affirmer des identités. De l'autre côté, on a des contraintes écologiques. Ces contraintes écologiques, c'est le poids de la niche écologique dans laquelle les sociétés humaines sont situées. Mais l'histoire des sociétés humaines et l'approche anthropologique nous donnent à voir des sociétés qui, parfois, utilisent de façon extrêmement étonnante la diversité des ressources dans le milieu, parfois façonnent le milieu pour permettre de manger des choses qu'elles veulent manger. Lorsque, par exemple, on visite les rizières irriguées en montagne en Asie, c'est absolument incroyable l'énergie qu'il a fallu pour façonner la nature. Ce sont des sociétés qui voulaient manger du riz. Lorsqu'en Europe, en France, je me déplace dans le sud de la France, je vois des vignes, je vois des champs de blé et je vois des bovins qui paissent dans les prés. Et ça n'a rien à voir avec la niche écologique historique de cette partie du monde. C'est une société qui voulait manger du pain, boire du vin, manger de la viande, qui a organisé et façonné l'environnement. Et l'histoire de l'environnement, jusqu'à ce jour, c'est une histoire du desserrement des contraintes écologiques. Cet espace de liberté donne des choix aussi. Mais par exemple, lorsque nos amis chinois aiment les ailerons de requin et que les classes moyennes se développent en Chine et que les ailerons de requin accompagnent les grands événements de la vie, le mariage des enfants, et que le nombre de personnes augmente dans les classes moyennes, il n'y a pas assez de requins. Et c'est un problème, non seulement pour les requins, mais c'est un problème pour l'équilibre écologique global. Et on voit comment des choix alimentaires ici, organisés autour de systèmes de valeurs, peuvent avoir des conséquences écologiques. Bien sûr, j'ai pris des caricatures. La baleine chez les Japonais pourrait être également un exemple. Je vois que Juliana est en train d'être en apnée. Donc, je vais la laisser respirer un instant. D'accord, une seconde, juste pour finir cette phrase. Je répète, donc c'est redondant, il n'y a pas besoin de le... Donc, on a deux jeux de contraintes qui nous donnent un espace de liberté. Et dans cet espace de liberté, les sociétés vont jouer
sur de l'identité et de la différence. Alors on va pouvoir lire ça dans plusieurs endroits. On le trouve d'abord dans l'ordre du mangeable, l'espace du mangeable. On mange du serpent ici, on mange de la viande là-bas, on est végétarien ici. Le système alimentaire, l'organisation même du rapport agricole, c'est aussi un lieu qui est façonné par le social. Le culinaire, j'ai l'honneur de dire ça au Brésil, sur la terre où Claude Lévi-Strauss a commencé à théoriser ce qu'il a appelé le triangle du culinaire, c'est-à-dire l'idée que les cuisines sont la façon dont les sociétés organisent leurs relations entre la nature et la culture. La cuisine, c'est ce qui transforme le statut de l'aliment, d'aliment naturel, en aliment enculturé. Mais chaque société va avoir son style culinaire. Et ce style culinaire joue sur des valeurs, et met en scène des valeurs. Je continue les habitudes alimentaires, je vais essayer d'aller vite là-dessus. Le temps, la temporalité, mais les différenciations sociales internes, entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les adultes, entre les riches et les pauvres, entre les ruraux et les urbains. Toute une série de différenciations qui font que je suis brésilien, mais à l'intérieur de la société brésilienne, des jeux de différence me positionnent. Et puis il y a un espace politique de l'alimentation qui est de plus en plus important, puisque l'alimentation aujourd'hui est un espace dans lequel on définit un rapport au collectif, puis un rapport à la politique internationale, c'est-à-dire un rapport aux autres sociétés, aux autres acteurs dans un contexte mondialisé. Première ligne, ce qui relève, ce qui est influencé par le social, les zones d'interaction. On en a deux. La première zone d'interaction, c'est l'influence, la connexion entre le culturel et le génétique, et l'épigénétique, dont on parlera plus tard, est un espace scientifiquement absolument passionnant parce que pour une des premières fois dans l'histoire des sciences, on va disposer de données empiriques sur lesquelles, de part et d'autre de la muraille de Chine qui sépare les sciences sociales des sciences dures, on pourra s'entendre sur le statut empirique de quelque chose. De l'autre côté, l'influence de l'alimentation et des choix culturels sur le biotope, c'est l'exemple de tout à l'heure des ailerons de requin et de la façon dont les cultures peuvent avoir, en fonction de l'évolution démographique, des effets absolument redoutables, parfois très, très négatifs, sur l'environnement. Et on voit bien qu'il y a un levier ici d'action pour les politiques alimentaires et les politiques environnementales. Si on veut bien changer, alors, je vais aller très vite. J'ai défini un cadre théorique qui est le cadre de l'espace social alimentaire. J'ai entendu que Maria évoquait ça tout à l'heure, donc je vais le faire vraiment très très vite. Dans le portefeuille théorique des sociologues de l'alimentation, il y a quelque chose qui a été défini par plusieurs sociologues, dans un premier temps par Émile Durkheim, à la charnière du 19e et du 20e siècle, et puis plus récemment, Matti Kiva, Claude Fischler et Paul Rosine, il y a une trentaine d'années, ont repris cette question, et je l'ai personnellement également développé un peu. L'idée est assez simple, c'est que à travers l'alimentation supporte des phénomènes biologiques, mais supporte également des phénomènes psychosociologiques. Et le principe d'incorporation rend compte d'un phénomène que l'on peut décomposer en trois phases, qui fait que lorsque nous incorporons des aliments, à la fois il y a dans mon corps, dans ma cuisse, des protéines qui ont appartenu à des cuisses de poulet, et c'est une réalité, je deviens ce que je mange, mais en même temps,
c'est une réalité sur le plan symbolique et sur le plan social. Alors on va voir comment ça fonctionne sur le plan symbolique et social. Un individu prélève dans sa société, représenté ici par un ciel étoilé, prélève des symboles qu'il projette sur des aliments. 1. Prélèvement des symboles. 2. Projection de ces représentations sur un aliment. Et 3. Il fait l'hypothèse que s'il consomme l'aliment, eh bien, il va incorporer les qualités qu'il a projetées auparavant sur l'aliment. Alors, ça fonctionne dans la langue de soi, c'est-à-dire que ça fonctionne de façon silencieuse, on ne l'a pas à la conscience. Et pour s'en rendre compte, il faut se déplacer dans une autre société qui mange des choses que nous ne mangeons pas. Ou alors il faut questionner quelqu'un. Là, j'ai mis volontairement un hérisson. Et par exemple, vous avez des sociétés qui mangent les hérissons et d'autres pas. Et je vais prendre l'exemple des Maasai qui vivent au Kenya et en Tanzanie. Et il y a beaucoup de tangs, c'est des gros hérissons. Et les autres groupes ethniques mangent les tangs. C'est d'ailleurs assez bon. Et les Maasai ne mangent pas les tangs. Et si vous leur dites, mais pourquoi tu ne manges pas les tangs? C'est bon, les autres le mangent. La réponse, c'est parce que je suis Maasai. C'est une réponse identitaire. Et si on analyse un peu plus en détail, je vous fais ça court, si on analyse en détail, eh bien, les représentations symboliques qui sont projetées sur le hérisson, les Maasai, ce sont des peuples guerriers qui ont un culte d'honneur, un culte de la guerre, et lorsque le hérisson est en danger, il se met en boule. Et l'interprétation culturelle qui va en être faite, c'est qu'il refuse le combat. Et c'est quelque chose qui entre en contradiction avec la représentation culturelle que les Maasai ont d'eux-mêmes. Et donc le risque est un risque symbolique de manger et d'être contaminé par la représentation symbolique. Alors ça nous paraît bizarre parce qu'on est très loin de la rationalité scientifique. Et Claude Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, qui est un très grand livre, a dressé un inventaire comme ça de ces bizarreries de la pensée traditionnelle, et il montre qu'on est dans un arbitraire de la culture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de rationalité, et que c'est possible justement parce qu'il y a cet espace de liberté qui fait qu'on peut jouer sans conséquences biologiques sur certains choix alimentaires. Alors si on change, j'ai complété cette analyse qui est une analyse un peu psychologique en la sociologisant un peu plus. Merci de changer voilà, parfait, merci Sarah. Et en fin de compte, à l'intérieur d'une société, il y a des jeux d'interaction entre des groupes sociaux et l'acceptation et la consommation d'un produit particulier participe au processus d'intégration à l'intérieur d'un sous-groupe et des jeux de différenciation entre les groupes. Et vous allez voir tout à l'heure, l'alimentation adolescente fait partie de cet univers-là. Et en même temps, vous voyez le point numéro 4, c'est que ces jeux sociaux font évoluer le système culturel de la société elle-même et son système alimentaire. Merci Sarah de continuer, d'avancer. Oui, on va sauter ça. On va avancer plus loin. Voilà. Alors, l'alimentation joue toute une série de fonctions à l'intérieur de l'éducation et de la vie sociale. Elle est impliquée dans la construction et l'entretien des identités et des différences, c'est-à-dire d'une certaine façon des phénomènes de dynamique sociale, parce que les différences sont à la base d'un jeu social. L'alimentation, impliquée dans la transmission intergénérationnelle. Elle est très fortement impliquée, même lorsqu'elle est remise en cause
et lorsqu'elle est discutée, lorsqu'elle est modifiée au fur et à mesure de ces phénomènes de transmission. L'alimentation, c'est ce qui crée du lien social. C'est une des manières les plus fortes de construire du lien. On va passer un moment ensemble, on boit, on mange, et il y a toute une signification autour de ça. Et puis, il y a une proxémique alimentaire, selon que je vous invite à la maison, que je vous invite au restaurant, que je vous invite à boire ou que je vous invite à manger, selon que vous mangez dans ma cuisine ou dans ma salle à manger, tout ça a une signification et nous jouons beaucoup avec ça dans le jeu des invitations, du rendu des invitations. Il y a tout un langage social qui est supporté par l'alimentation et les échanges alimentaires. Merci, on peut avancer. Une liste de tous les facteurs qui influencent l'alimentation, je ne le lis pas, je ne les commente pas, le genre, les religions, l'âge, l'échelle sociale, les cultures culinaires régionales, le degré d'urbanisation, le support social, est-ce qu'il y en a beaucoup d'amis ou pas, l'ethnicité. Merci. On poursuit. Mais l'alimentation, c'est le support de toute une série d'interactions. Il y a celui qui mange, celui qui cuisine, celui qui achète, celui qui planifie les repas, celui qui planifie les achats. Et toutes ces interactions, achète-moi mes yaourts. Dites-vous à votre partenaire qui va faire les courses. Ou achète-moi ceci. Achète pour les enfants ceci ou cela. Et on voit ici comment se tisse, bien au-delà, bien avant le repas, tout un ensemble d'interactions par lesquelles nous nous faisons reconnaître, nous nous faisons accepter. Si jamais j'oublie les yaourts de ma partenaire, je vais en entendre parler. Merci, on poursuit. J'ai fini la première partie, voilà, on avance. Encore un coup. J'étais trop gourmand là. Merci, on avance encore. Voilà. On en arrive à la néophobie. On peut avancer. Ah, je pense qu'on a sauté une. Est-ce que, Sarah, vous pouvez avancer encore un peu ou reculer, voir. Il doit y avoir une slide qui se promène là. Encore. Alors, avancez. 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 Voilà, très bien. Alors, on revient au début, c'est parfait. Merci. Tout le monde sait ce qu'est la néophobie. Je rappelle, hein. La néophobie est un passage par lequel les enfants, au cours de leur apprentissage alimentaire, évoluent et passent par ces différentes étapes. Vous voyez en bas des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Ces chiffres-là ne sont pas des âges, ce sont des étapes. Les étapes peuvent éventuellement varier d'un enfant à l'autre. Donc en abscisse, on a le temps, et puis en ordonnée, on a la diversité. La diversité de quoi? C'est la diversité des aliments. La première étape est marquée par l'allaitement. Donc c'est le moment où l'enfant mange principalement un produit, que ce soit le lait de sa mère ou du lait industriel, dit maternisé. Puis petit à petit, on va faire ce qu'on appelle une transition. On va lui donner à boire, puis des bouillies, puis il va rentrer dans une phase numéro 2, où là, il mange tout ce que le groupe humain dans lequel il est a l'habitude de manger. Préparé pour un enfant. Et c'est une
une étape dans laquelle les enfants mangent tout, quasiment. L'enfant normal, entre guillemets. Et là, il ouvre le bec et il mange sans trop de difficultés. Et souvent, les mamans sont contentes à cette étape. Et puis, en phase 3, les choses se gâtent. L'enfant se met à refuser un certain nombre d'aliments, jusqu'à arriver à une phase plateau qui est la phase 4, dans laquelle il mange quelques aliments, et ça peut être de la viande hachée, ça peut être un produit laitier, mais vraiment il y en a très peu. Et puis ensuite on va avoir une sortie de en phase 5, où il va se mettre à manger un peu plus largement des produits qu'il disait qu'il n'aimait pas, et là il va mieux les consommer, pour arriver à stabiliser en phase 6 un registre alimentaire qui est un peu en dessous de celui de la famille ou du groupe, c'est-à-dire qu'il va sélectionner, faire des choix, définir des préférences, affirmer des différences. Alors ce moment-là, ce moment est un moment très, très, très important. Très important parce que c'est un moment où se jouent des questions psychologiques et des questions sociales à travers l'alimentation. C'est-à-dire que l'enfant va à la fois intérioriser des règles, des normes, mais il va aussi se faire reconnaître. Il va se faire accepter. Et ça va être un peu la bataille. La bataille avec la maman, la bataille avec les parents, la grand-mère, les figures d'autorité. Et dans cette bataille, l'enjeu, c'est d'être accepté en tant que personne. Je n'aime pas le fromage. Et maman va finir par, sur le gratin, laisser une part sans fromage, pour moi. Et si jamais elle oubliait, ma grande sœur dirait, mais hop, hop, t'oublies Jean-Pierre. Et là, waouh, mon statut a changé. C'est à travers la néophobie s'opère le phénomène de personnification dans lequel l'enfant se fait reconnaître, se fait accepter. Alors ce moment est absolument passionnant parce que c'est à la fois un lieu où il peut arriver qu'on ne comprenne pas ce qui se joue, que les parents ne comprennent pas ce qui se joue, et que s'installe ici un point de départ de rapports conflictuels autour de l'alimentation, et que se mettent en place des troubles du comportement alimentaire. Parce qu'on n'a pas compris que c'était simple ce qui se jouait, que c'était quelque chose qui s'inscrivait dans ce que les psychologues appellent le stade du non, dans lequel l'enfant dit non, 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 non pour exister. Et ce refus alimentaire s'inscrit dans cette logique. Alors, Sarah, si vous le voulez bien, on pourrait aller dans la slide qui suit. Voilà, et on reviendra après. Vous voyez ici, vous avez 3 grands auteurs de la psychologie génétique, génétique au sens de développement psychologique. Freud, sur le développement affectif et sexuel, Jean Piaget, avec sa pipe, sur le développement intellectuel, et Henri Wallon, sur le développement social et relationnel. Si Sarah veut bien nous présenter la... Voilà. Vous avez ici une représentation des théories des stades dans ces 3 grandes théories du développement de l'enfant. La psychanalyse, le développement intellectuel et le développement psychosocial. Et c'est assez fascinant de voir effectivement comment la néophobie se positionne par rapport à ces moments clés, les stades du développement, dans lesquels se joue le développement de la personne. Si nous prenons acte de ça, l'éducation alimentaire devient quelque chose d'absolument passionnant, parce qu'elle est à la fois quelque chose qui va conduire à un rapport serein à l'alimentation,
mais va conduire plus largement au développement de la personne et à sa socialisation. Si Sarah veut bien revenir en arrière et encore un peu, donc on garde cette idée-là, on remonte encore un peu, voilà, merci beaucoup. Donc ici, vous avez la présentation d'Evelyne Duval d'un concept qui est le concept de cycle de vie familial. Je vais aller vite là-dessus. Mais l'intérêt de ce qu'apporte la théorie du cycle familial, c'est de nous faire comprendre que notre manière de manger évolue en fonction de notre cycle de vie. Nous ne mangeons pas toujours de la même façon. Alors, lorsque je suis un jeune célibataire, que je quitte mes parents et que je suis étudiant, j'ai moins de contraintes, je teste des choses, je vis. Lorsque je me mets en couple, c'est deux mondes alimentaires qui se rencontrent. Et on va négocier, j'aime pas ça, j'aime ça, je vais te faire découvrir ça. Puis les enfants arrivent, et là à nouveau ça change. La façon dont on traite le premier n'est pas celle avec laquelle on traitera le deuxième ou le troisième. On va faire des apprentissages. Puis lorsque les enfants vont à l'école, et puis je vais vite, comme ça, jusqu'à la fin de vie, où ça change encore. Merci Sarah de changer à nouveau. Cette étape du cycle de vie a été l'objet de très saines critiques. D'abord en pointant le côté conformiste. D'autres manières de vivre sont possibles. En montrant le côté, la conception hétérosexuelle, la conception ethnocentrée, on peut vivre à plusieurs, etc. Ok, on accepte ces critiques. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir l'idée qu'il y a une dynamique des pratiques alimentaires et que on a des changements au cours du cycle de vie. Et vous voyez ici en bleu, cycle de l'enfance et cycle du fin de vie, ces deux grands programmes de recherche sur lesquels on travaille. C'est comment, dans le début de la vie, et on vient de le voir avec la néophobie, comment l'évolution de l'alimentation s'opère. Et on travaille beaucoup sur le cycle de fin de vie, car à nouveau, en fin de vie, il y a des changements. On peut avancer, Sarah. Je vous présente ici ce qu'on appelle les réflexes gusto-faciaux. Et on se situe avant la néophobie, on se situe vraiment chez le bébé. Steiner a mis en évidence le fait que si vous mettez du sucre sur la bouche d'un enfant, il prend une attitude qui nous laisse à penser, nous les adultes, il est content. C'est un réflexe comme le grasping sur les doigts ou sur les pieds, c'est un réflexe archaïque. Mais ce réflexe, nous allons le sémantiser, c'est-à-dire que la maman, le papa, donne du sens à ces réflexes. Du sucre, waouh, il est content le petit, qu'est-ce qu'il est mignon. Et des jeux d'interaction entre l'enfant et les parents vont l'amener à donner des valences positives ou négatives à des expériences gustatives. Et donc, il va y avoir un phénomène très, très important qu'on appelle la sémantisation et qui varie selon les cultures. Parce que, au fur et à mesure que la maman va donner à manger, quand on met une caméra sur la mère, une caméra sur l'enfant, on voit que la mère n'a pas le même visage selon ce qu'elle donne à manger à l'enfant. Elle exprime des réflexes gusto-faciaux ou plutôt des expressions faciales différentes selon ce qu'elle donne à manger. Et l'enfant imite, et dans ces jeux d'imitation, il y a des phénomènes de sémantisation. Merci Sarah, on peut avancer un peu plus vite là. Voilà, encore.
se met en place toute une série de catégories au fur et à mesure que l'enfant avance, qui sont des catégories qui articulent des registres d'action. L'achat, la cuisine, les manières de manger et le nutritionnel, c'est-à-dire le discours scientifique que nous produisons sur les aliments. Et on voit ici, dans ces jeux de catégories, il y a une très belle expression de Claude Fischler qui dit « Un modèle alimentaire, ce sont des catégories en cascade ». C'est-à-dire que ce sont des séries de catégories avec des niveaux d'action, et pour qu'on puisse agir, il faut que ces niveaux soient connectés. C'est-à-dire qu'il faut les articuler. Si vous voulez donner du message nutritionnel, parlez de cuisine, parlez d'action, parlez de pratique. On peut continuer. Simplement, les phénomènes contemporains bousculent ces catégories. Par exemple, la nutritionnalisation et le développement des connaissances scientifiques raffinent le jeu des catégories sur la partie droite, le désir de minceur. De l'autre côté, la patrimonialisation, la politisation de l'alimentation, le rapport à l'environnement tend à collectiviser, à tirer le pôle du commun, du partagé, du collectif, quand les deux autres, la nutrition et le désir de minceur, tendent à individualiser le rapport à l'alimentation. Merci, on peut avancer. Alors, comment on peut utiliser la néophobie? On peut l'utiliser dans l'accompagnement de l'éducation alimentaire, en essayant de voir comment on peut préparer l'entrée en néophobie. D'abord préparer les parents, souvent, en les aidant à comprendre ce qui va se passer, puis agir pour réduire sa durée ou réduire son intensité. Vous avez ici un modèle qui a été fait par une de mes étudiantes, et on peut travailler. Ce modèle-là de la néophobie, nous l'utilisons beaucoup avec des enfants handicapés pour comprendre leurs difficultés d'apprentissage. Il y a eu une thèse très belle qui a été faite sur l'autisme et les manières de déformer le cycle néophobe en fonction des formes d'autisme. Et nous travaillons en ce moment sur les maladies de Prader-Willi et la façon dont ces enfants ont des difficultés particulières d'apprentissage. Et ce modèle-là est un modèle qui est très heuristique. On peut continuer. Alors, je vois qu'il y a... Voilà, très bien, c'est parfait. Je poursuis. Si vous voulez, un petit modèle d'analyse ou de développement des étapes critiques des enfants. Ici, il est appliqué au Prader-Willi, mais Prader-Willi, vous l'avez à droite avec la croix rouge. Mais sur la gauche, c'est l'enfant dit normal. Et donc, vous avez les grandes étapes du cycle alimentaire avec un certain nombre de phénomènes sociaux qui accompagnent la montée en âge et la socialisation des enfants. Merci Sarah. Alors, on passe à l'épigénétique. Je vais aller vite, je pense que vous savez tout ça. On peut passer. On peut passer, donc la méthylation des gènes. Voilà. L'épigénétique, c'est un des grands apports de ce qu'a été le séquençage du génome humain, qui a été un peu décevant quand même. Par contre, ce qu'on a pu retenir, c'est un regard un peu plus fin de cette couche qui est au-dessus du génome et qui éteindrait, allumerait ou modulerait l'expression des gènes. Et là, 3 fenêtres se sont ouvertes en matière de nutrition dans les relations entre alimentation et génétique. La première fenêtre, c'est la fenêtre de la nutrigénétique, en essayant de voir comment ce que
ont mangé les populations qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés, a joué sur le portefeuille de gènes présent dans un groupe humain et qui peut définir ou avoir un certain nombre d'incidences sur les capacités à digérer, à consommer ou des conséquences sanitaires liées à l'alimentation. La deuxième fenêtre qui nous a beaucoup excités, c'est la fenêtre de l'épigénétique, qui au tout début était réservée à la conception, c'est-à-dire le moment où l'enfant est dans le ventre de sa mère, et à l'influence de ce que mange la mère, des émotions de la mère, sur la santé de l'enfant au long cours, tout au long de sa vie. Enfin, la nutri-génomique étudie la façon dont ce que mange un individu a une incidence sur l'expression de ses gènes au cours de sa vie. Donc, 3 échelles temporelles différentes. Une échelle très longue de la nutri-génétique, une échelle courte mais à incidence longue, qui est l'épigénétique, et une échelle qui est celle du cycle de la vie, qui est la nutri-génomique. On change. Alors, on a longtemps pensé que les marques épigénétiques disparaissaient au moment de la méiose. Puis, les choses semblent plus compliquées, et donc, il y a une transmission intergénérationnelle d'une partie des traces épigénétiques qui semblent avoir lieu. Je parle prudemment. On peut continuer. On continue. Les avancées scientifiques contemporaines, on a publié plusieurs papiers là, que je vous invite à regarder avec un de mes anciens doctorants, qui est maintenant chercheur au CNRS, Tristan Fournier, où on a fait un travail de veille sur les publications et les avancées scientifiques. Et donc, il s'est opéré 2 choses. La première chose, c'est l'expansion de l'explication épigénétique sur la phase qu'on qualifiait de nutri-génomique. C'est-à-dire que le modèle d'explication, à savoir de méthylation des gènes, s'exporte sur cette partie-là. Et le deuxième élément, c'est qu'on a un élargissement de la fenêtre de l'influence, pas seulement au niveau de la grossesse, mais dans les premiers mois de la vie, d'où le programme des 1000 jours de l'Organisation mondiale de la santé, qui invite à être très attentif à ce qui se passe entre la conception et les 2 années après la vie. On a ici quelques controverses scientifiques. Est-ce que l'influence épigénétique fonctionne sur un modèle on-off, ou est-ce qu'elle fonctionne sur un modèle qui fait varier l'intensité de l'expression des gènes? Sans doute les deux, mais il y aura des arbitrages scientifiques qui vont s'opérer. On peut continuer. Alors, la nutri-épigénétique, on peut la définir comme l'étude de l'impact des facteurs nutritionnels sur l'expression des gènes par une modification temporaire inscrite sur la molécule d'ADN, mais sans modification de la séquence. C'est quand même drôlement intéressant cette histoire, parce que l'origine de ces modifications, c'est ce que les gens vont décider de manger. Ce que nous décidons nous, ce que nous décidons de faire manger à nos enfants. Et donc, on voit ici un champ scientifique qui est en train de s'ouvrir, qui va nous amener à regarder de façon nouvelle
un certain nombre de pratiques sociales et culturelles. Et on a ici une réorganisation du discours entre les sciences sociales et les sciences biologiques. Si on veut bien avancer, voilà, on est en train de passer d'une vision déterministe en termes génétiques à une vision d'interaction avec l'environnement, environnement étant à entendre ici l'environnement matériel, mais l'environnement culturel également. On peut avancer. Ça peut déboucher sur une nutrition personnalisée. Sans doute, on n'a pas qu'à gagner à ça, hein, parce que c'est aussi des facteurs de désocialisation. Hein. Si on arrive beaucoup mieux que maintenant à définir des facteurs de risque individuels, comment manger la feijoada ensemble si nous n'avons pas les mêmes facteurs de risque? Enfin, on va se débrouiller, on trouvera un moyen. On peut continuer. Vous avez ici Edgar Morin, qui était mon directeur de thèse, et avec lequel on a beaucoup discuté sur les questions d'interaction bio-psycho-socio-anthropologique. Et lorsqu'il écrivait ce texte en 1973, un certain nombre de ses confrères disaient c'est un peu de la philosophie. Et c'était pas un compliment, tout à fait. Et assez étonnant hein, de voir les avancées scientifiques donner, non pas raison, mais en tout cas redonner du sens à ces réflexions et ce qu'il appelait, lui, le système bio-psycho-socio-culturel. Merci, on peut avancer. Alors, il y a un marché des tests qui émerge. Attention, les tests présents sur le marché sont des tests nutrigénétiques et non pas épigénétiques. C'est pas le même paradigme. Aujourd'hui, ce que les tests vous racontent est basé sur votre génome et vous raconte des choses que la santé publique dit à peu près faut manger des fruits et des légumes. Hein. C'est pas, mais des tests épigénétiques se préparent et il y a quelques difficultés techniques, mais c'est des choses qui devraient arriver. On peut avancer. Voilà, on avance encore. Voilà, ça c'est le problème du. Vous voyez, le coût du séquençage du génome humain valait une fortune lorsqu'il a été terminé en 2002. Une fortune. Hein. Et aujourd'hui, avec 1000 $ et moins, on est capable de faire la même chose. Donc, l'idée qu'on aura des tests, c'est quelque chose de sûr. Et à des niveaux de prix qui font que ça pourra être quelque chose qui sera traité ou utilisé massivement. Ça ouvre plein de questions. Est-ce que ça doit être sous contrôle médical? Est-ce que ça sera, etc., etc. C'est pas l'objet de la réunion aujourd'hui, mais vous voyez les questions que ça ouvre. On poursuit. Voilà, bon, ça c'est, je l'ai évoqué, c'est le programme des 1000 jours. Je vais prendre 5 minutes, pas plus, pour dire 2-3 éléments sur la modernité, puis on discutera un peu. Hein. Donc sur la modernité, la période contemporaine, avant Covid, bousculait déjà beaucoup les modèles alimentaires. D'abord les connaissances nutritionnelles qui se diffusent, individualisent le rapport à l'alimentation, ou tendent à individualiser. On voit bien qu'on est dans des révolutions périodiques dans la nutrition, et que l'épigénétique va encore secouer les choses en rajoutant une couche scientifique supplémentaire et des logiques temporelles supplémentaires. Et puis on a les patrimoines alimentaires, la gastronomisation, la politisation, les rapports homme-animal, tout ça bouge beaucoup dans les sociétés modernes. Et le Covid est venu
alors jouait un rôle terrible, terrible d'accroissement des inégalités sociales. Je vais vous prendre l'exemple de la situation française, mais je n'ai pas les mêmes chiffres pour le Brésil, mais je pense que mes collègues sociologues ne tarderont pas à les analyser de la même façon et que les résultats risquent d'être terribles également. Si Sarah veut bien changer, on va parler de la précarité et vous voyez une manière de réfléchir sur les positions sociales consiste à regarder la distribution des revenus, à diviser la société, à utiliser plutôt la médiane, c'est-à-dire la valeur qui divise en deux la distribution, puis à diviser à nouveau en deux la médiane, et donc on a aussi une première définition du seuil de pauvreté. Il y en a plusieurs, et celle-ci, elle est facile à manœuvrer. Et les formes de la distribution varient d'un pays à l'autre. Il y a des pays, le Brésil a par exemple une toupie avec une partie basse qui est plus importante. La Suède, par exemple, a une partie centrale qui est très développée, très peu de monde en bas, très peu de monde en haut, beaucoup de monde au milieu. À nouveau. Est-ce qu'on peut changer? Oui, encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Pour voir les effets du Covid, on prend dans la société les 10%, enfin le 10e décile des plus riches et le décile des plus pauvres. Ça, c'est des données sur la population française. Pour les plus riches, premier poste de dépense, le transport. Des voitures chères, des billets d'avion de première classe ou de business. On se déplace pour les week-ends, loin, etc. Et deuxième poste, les loisirs, les abonnements au théâtre, la culture, l'achat d'œuvres d'art, etc. Alors, durant le Covid, ces deux postes-là, pour les plus riches, c'était quasiment de l'épargne forcée. Et ils se retrouvaient avec de l'argent qu'ils ne pouvaient pas dépenser. De l'autre côté, les plus pauvres, le logement, l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a tout un ensemble de systèmes d'aide indirecte qui bénéficient aux plus pauvres. Par exemple, le coût de la cantine scolaire en France varie en fonction des revenus des parents. Ce qui fait que les parents qui ont des plus faibles revenus payent beaucoup moins que le coût du repas. Lorsqu'on a fermé les écoles, il a fallu faire manger les enfants à la maison. Et non seulement il a fallu faire à manger, mais ça coûtait plus cher quand ils allaient manger à la cantine. Et ceci est vrai également des ouvriers qui mangeaient sur le lieu de travail, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé en France si on veut bien changer? Eh bien, résultat, sur la première année, il y a eu entre 85 et 100 milliards d'euros. C'est une somme absolument considérable d'épargne forcée. Et de l'autre côté, on a eu plus d'1 million de Français qui sont passés sous le seuil de pauvreté et qui sont allés essayer de trouver de la nourriture au restaurant du cœur, au secours populaire, au secours catholique, etc. On continue. Une des caractéristiques des sociétés contemporaines, c'est que le reste à vivre, c'est-à-dire la partie sur laquelle les familles peuvent jouer
est une partie qui se réduit du fait de la partie fixe des revenus. Alors, dans la partie fixe, il y a par exemple les abonnements, les loyers, les abonnements Internet, au téléphone. C'est-à-dire, ce sont des choses sur lesquelles je ne peux pas jouer. Il y a 30 ans, j'avais un téléphone, j'avais pas d'argent, je téléphonais pas. Et la partie que je payais était très faible dans l'abonnement. Aujourd'hui, j'ai tout compris. Et ces phénomènes d'abonnement, on les trouve dans de nombreux endroits, qui fait que ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire la partie sur laquelle les personnes peuvent vraiment jouer, tend à diminuer. Voilà, je vais arrêter là pour dire les effets du Covid sont des effets absolument terribles dans la production d'inégalités sociales. Lorsqu'on arrête la société, il y a toute l'économie informelle, toute l'économie qui a du mal à fonctionner ou qui s'arrête. Et nous sortirons de ça. Je pense que la vague qui s'approche n'est pas une vague épidémique, c'est une vague de malnutrition avec des conséquences sanitaires importantes. Voilà, on verra, on en discutera. Et donc, ça passera par des politiques publiques, ça passera par des jeux de solidarité à l'échelle des individus, des familles, des communautés, de la charité, de la solidarité et de l'action politique. Merci de votre attention. Désolé de parler une langue différente de la vôtre. Merci à Juliana, c'est un travail de marathonien ce qu'elle vient de faire. Hein. Non, c'était Jean-Pierre. Merci, je te vois plus. Ah, je suis parti. Non, tu es là, en noir. Merci, c'était super sympa. Maria Silvia, perguntas? Comentários? Olhem, gente, que riqueza, né? Quando a gente alia a saúde, a questão sociológica e antropológica, né? Até porque a saúde é uma decodificação das necessidades e como o ser humano pode ter uma vida mais longa, com maior qualidade de vida, e a alimentação, assim, você é o que você come, né? É essencial para isso. Tem uma pergunta, se as pessoas quiserem fazer perguntas, algum comentário, nós estamos abertos, o professor Fulan está aguardando. Tem uma pergunta, Juliana, da Deise Fernandes da Silva. Ela se coloca como que é professora na educação infantil e que parte da alimentação é um desafio diário. Na prática, não é um momento prazeroso e de construção de identidade social, mas uma atividade de rotina. Ela gostaria de saber, Travou tá longo. Então, porque tá longo. Peraí, só, je vais commencer. Peraí, se ficou longo. Eu passei no seu privado a pergunta. Ah, boa, comme ça, eu traduzo. Voilà. Donc, il y a Daisy da Silva. Elle est professeure en éducation infantile, en primaire, et donc elle dit que l'alimentation est un défi journalier. Dans la pratique, ce n'est pas un moment de plaisir et de construction d'identité sociale, mais c'est une activité de routine. Donc, elle vous demande, dans votre opinion, qu'est-ce que difficulte l'alimentation? Qu'est-ce qui empêche que l'alimentation soit vue comme quelque chose de fondamental pour le développement et la socialisation dans les écoles? Est-ce que ça y est? Merci beaucoup, Maria, de cette question. Je vais retenir deux choses. Je vais retenir l'idée que l'alimentation a une dimension routinière. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quelle place lui donner dans l'éducation. Et comment le faire avec précaution. La première chose, c'est
je rebondis sur le mot routine parce que toute une partie de l'alimentation est quelque chose qui se passe sans réflexion, c'est-à-dire de façon routinière. Et j'oppose routine à décision. Et je vais prendre 2-3 exemples. Ce que nous mangeons et la manière dont nous mangeons est très largement définie par des routines culturelles. Par exemple, lorsque mon père rentre à la maison, 97 ans, il demande à ma mère « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Et la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'on mange en entrée, qu'est-ce qu'on mange en plat principal, qu'est-ce qu'on mange en dessert. Et il n'a pas besoin de former ces questions. La question contient en elle l'organisation de la réponse. La structure du repas est une routine. Et lorsque nous apprenons à nos enfants, par imitation, nous leur apprenons toute une série de routines, c'est-à-dire de structures comportementales qui les amènent à prédéfinir l'action. Vous voyez, il n'y a pas de plus grande illusion que de penser que nous réfléchissons et nous prenons des décisions alimentaires. L'espace de décision existe, mais il existe dans des structures très largement culturellement surdéterminées. Ça, c'est un premier point qui est important parce que, en fin de compte, quand nous éduquons, nous pourrions avoir l'idée d'éduquer rationnellement, c'est-à-dire de faire raisonner sur l'alimentation et de faire raisonner indépendamment des scénarios culturels dans lesquels on raisonne. Donc, il y a effectivement une grande nécessité d'articuler, de tenir l'alimentation avec le culturel et les scénarios culturels qui permettent de les mettre en œuvre. Je vais prendre juste un exemple. On travaille assez régulièrement avec des enseignants et qui réfléchissaient à la façon d'utiliser l'alimentation pour avoir un double objectif pédagogique. Travailler sur les capacités d'un enfant à générer des catégories et à inclure et exclure d'une catégorie, et puis voir comment on pouvait se servir des aliments pour faire ça. Et je me rappelle voilà, d'un exercice dans lequel on demandait, il y avait des aliments et on disait est-ce que ça se mange cru, est-ce que ça se mange cuit? Et il y avait le poisson. Le poisson, pour un Français, ça se mange cuit. Et parmi les élèves, il y avait un enfant qui venait de Polynésie française et qui dit ça se mange cru. Et plus maintenant, mais au début, la réaction c'était c'est faux. Donc, c'est un tout petit exemple qui montre le télescopage entre des catégories culturelles et la façon dont, comment on se sert d'un aliment. On s'en sert dans des contextes culturels. Donc ça, c'est la première idée. On a un gros travail à faire sur les routines pour les identifier et pour voir comment on les renforce ou on les fait évoluer. Parce que pour faire changer quelqu'un, c'est plus facile de déstabiliser une routine que de lui dire il faut faire ça. Parce que le il faut faire ça se heurte au scénario d'action. Parce que ces scénarios, ils se renforcent dans les interactions sociales. Il ne viendrait pas à ma mère l'idée de ne pas faire d'entrée pour le repas. Parce que dans leur génération, c'est comme ça qu'on mangeait. Et mon père qui demande qu'est-ce qu'on mange, et ah oui, c'est bien, ça va être bon aujourd'hui, etc. Tout ça, ça va renforcer. Alors, deuxième élément, deuxième partie de la question, c'est on éduque comment et à quoi. On peut peut-être faire une distinction, certains de mes collègues le font, je suis assez d'accord avec ça, entre l'éducation nutritionnelle, l'éducation alimentaire et l'éducation au goût. L'éducation nutritionnelle consiste à expliquer simplement, et c'est souvent assez bien fait,
quel est le rôle des aliments? Et il y a plein de modèles ici qui sont plus ou moins acceptables, les pyramides, les bateaux, et on peut les culturaliser facilement. Le deuxième élément, c'est l'éducation alimentaire, c'est en fin de compte les aliments, on mange quoi dans nos sociétés? Comment? À quel moment? Ça a quelle valeur? Et donc on est dans des problématiques d'usage, des problématiques de représentation symbolique des aliments, et qui viennent s'ajouter et qui viennent se compléter la vision nutritionnelle. Il y a des aliments qui sont bons parce que mettent en scène un certain nombre de choses. Et on peut éventuellement le discuter et confronter ces niveaux. Et puis l'éducation gustative, qui est un rapport un peu plus corps à corps, qui permet à l'enfant de sentir des choses, de découvrir, de l'aider à franchir le pas vers des aliments nouveaux, de dire son plaisir. Voilà. Et on peut imaginer une bonne éducation, une éducation qu'on peut qualifier d'un peu complète, si elle ne se contente pas d'un de ces trois niveaux. C'est-à-dire si elle articule ces niveaux. Voilà, j'essaye de répondre à cette question qui est une question complète, complexe, et qui tenait une question théorique au départ. Hein. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est routinisé, ça échappe en partie à la conscience, même si je sais très très bien que c'est pas exactement ce qui a été exprimé hein, par la personne qui a posé la question, mais je tire un peu hein, la notion de routine pour mettre en évidence le fait que dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explicitement pensées. Elles sont le résultat de l'utilisation de routines et de scénarios. Une routine, je vais conclure avec ça, cette partie, une routine, il y en a de deux façons. Il y a les routines héritées, c'est les structures de repas, c'est les structures de comportement. Vous voyez la distinction, par exemple, que fait Claude Lévi-Strauss entre des repas diachroniques et synchroniques, c'est-à-dire des repas dans lesquels il y a des plats qui succèdent, versus les repas où on met tout sur la table en même temps. Ça, c'est des structures héritées. Mais vous construisez des routines. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos achats, dans tel supermarché, à tel endroit, vous avez tel produit, et vous allez chercher les produits. De temps en temps, quand vous n'avez pas de sous, vous comptez vos sous, vous regardez les promotions, mais souvent, vous allez chercher ce que vous avez décidé à un moment donné, vous avez dit, voilà, ça c'est mon produit, ça c'est mon café, ça c'est le riz que j'ai l'habitude d'acheter. Et quand vous allez acheter, vous raisonnez plus, vous cherchez-le, vous allez le chercher. Et il faut bien comprendre que c'est une fiction que de penser que les gens raisonnent l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est très très largement le résultat de routine et d'interaction sociale. Et ça, c'est bien de savoir. C'est bien qu'un enfant comprenne que l'alimentation, ça crée du lien, que si je refuse ce que quelqu'un a préparé, je le vexe, que quand je fais un gâteau, waouh, je donne, c'est quelque chose qui est super bien. Je suis fier de moi, et celui qui l'accepte en face, il me fait drôlement plaisir. Donc, très intéressant. Très intéressant. Voilà, j'ai une autre question. Professeur, vous croyez qu'avec la COVID-19 aura un impact sur la formation des habitudes alimentaires chez les enfants et adolescents? Alors, je ne suis pas au Brésil, hein, je serais bienvenu, hein, avec plaisir. Mais depuis plusieurs mois, je suis en France. J'observe ce qui se passe là. Grâce à Internet, j'échange avec des amis que j'ai dans différents endroits. Mais je peux faire des hypothèses, simplement.
Hein, donc je vais rester prudent et je vais étayer mes hypothèses sur des choses qu'on a vues en France. Le fait de confiner les gens a eu pour effet, dans certains groupes de la société, de refaire la cuisine et redécouvrir un certain nombre de choses autour de la cuisine. Alors, lorsque en France, on a été confiné pendant certains mois, il fallait rester à la maison. Et quand vous restez à la maison, vous rapatriez tous les repas que vous aviez l'habitude de prendre en dehors de la maison. Et pour un Français, ça représente en moyenne à peu près 240 repas par an qui se sont retrouvés, c'est-à-dire grosso modo un quart, un cinquième des repas qu'il a fallu faire à la maison. Donc ça a changé les habitudes d'achat. Et puis ça a changé, il fallait cuisiner et faire la vaisselle. Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase qui était dans laquelle, chez les gens aisés, et on va dire les classes moyennes, il y a eu une redécouverte de la cuisine avec l'implication des enfants. Et on peut dire qu'il y a eu même apprendre à faire du pain, du travail vraiment intéressant où il pouvait y avoir la découverte de la complexité de la cuisine qui permet à la fois de prendre à compter, de comprendre des phénomènes physico-chimiques, mais en même temps la magie de faire du pain, ce pain qui se transforme. Oui, Maria? Non, non, c'est bon. Ok, la magie, et puis l'histoire des produits alimentaires, etc. Donc on a vu ici un moment de redécouverte, de réappropriation tout à fait intéressante. Ceci dit, ça n'a pas duré quand même très longtemps. Parce que, d'une part, ça n'a pas touché toute la société, c'était plutôt les gens aisés. Et les gens qui étaient dans la difficulté, ben, c'était autre chose qui était leur actualité. C'était de trouver à manger. C'était de faire jouer les jeux de solidarité. Et là, on était dans un autre registre. Et donc, on a, après, même chez les classes moyennes, vous voyez, des gens qui travaillaient chez Airbus ou chez Air France, qui avaient des bons salaires, et qui, on a entendu annoncer 7000 licenciements chez Airbus. Et on était là, d'un seul coup, c'était l'inquiétude, c'est tout à fait autre chose qui jouait, et sans doute un rapport plus économe à l'alimentation. Et alors, est-ce que ça va avoir un impact sur l'éducation? Je sais pas. Je pense que sur dans les familles qui ont manqué ou qui sont dans des situations de difficulté, oui. Et je pense que l'impact, il n'est pas seulement qu'éducatif, il est sanitaire. Parce que vous savez que la malnutrition, elle fait le lit de bien d'autres types de pathologies, et notamment chez les enfants mal nourris, c'est des enfants en danger. Et je pense qu'il faut qu'on ait conscience, à nouveau ici, que le Covid a eu un effet incroyable de création d'inégalités. Certains enfants dans des milieux confortables ont pu bénéficier d'un rapport enrichi à l'alimentation, enrichi en termes de connaissances, de pratiques, d'échanges, et dans d'autres endroits, eh bien, c'est les difficultés qui ont été l'actualité. Donc, impact différencié. J'espère que ça ne durera pas trop. Et en fait, je ne sais pas trop, hein, je suis comme tout le monde. Et je ne suis pas d'un grand optimisme. Je pense qu'on est au-devant d'un certain nombre de problèmes. Je le dis pour qu'on se mobilise tous. Parce que c'est pas qu'une affaire. Il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a le niveau des États, il y a le niveau des individus et des niveaux des solidarités sur lesquels on peut nous-mêmes, dans l'environnement où on est, avoir une certaine action.
Merci, Jean-Pierre. Obrigada. Tem mais uma, né, Maria Silvia? Sim, a do Abdel. Déjà en français, merci Abdel. Une alimentation saine est un droit pour chaque enfant. Mais nous vivons dans un monde inégalitaire et nous vivons constamment cette inégalité. Selon vous, professeur Pierre, quelles sont les voies sociales à suivre pour réduire le déficit nutritionnel chez les enfants à faible pouvoir économique? C'est une drôle de question. Il y a une espèce de fatalité des sociétés modernes. Je ne sais pas d'ailleurs, c'est pas tout simplement une fatalité qui est celle de la malnutrition. À l'échelle globale, il y a beaucoup plus d'aliments qu'on en a besoin. Et malgré les prises de conscience et de grands esprits brésiliens ont joué leur rôle, Josué de Castro par exemple, a été quelqu'un qui a alerté et a développé les consciences politiques sur cette question-là. C'est absolument dramatiquement fascinant de voir qu'on n'est pas en mesure, alors même qu'on produit des aliments pour à peu près 12 milliards de personnes, de mettre à manger devant l'ensemble des personnes qui en ont besoin. On n'est aujourd'hui pas dans une problématique de production, on est dans une problématique de distribution ou d'accessibilité. Alors comment on règle ça ? Je suis pas sûr qu'on le règle, je vais juste dire, peut-être même un peu répéter, il y a deux niveaux d'action. Il y a une action politique, il y a de belles choses qui sont aujourd'hui dans les programmes de la FAO. La difficulté parfois, c'est de faire en sorte que ça arrive vraiment à ceux qui en ont besoin. En fait, il faut continuer à ce niveau-là. Au niveau politique, il faut militer, il faut agir, il faut utiliser ses leviers. Mais la politique, c'est souvent un peu long à mettre en place. Parfois, il y a des visions différentes. Il y a notre niveau d'action qui est le niveau d'action des collectivités territoriales. Je ne sais pas comment on traduit ça au Brésil, mais c'est les communes, c'est les autorités locales qui sont plus proches et qui sont en mesure de mettre en relation, de faciliter les choses entre ceux qui font, ceux qui en ont besoin. Et puis, les jeux de solidarité entre les familles, à l'intérieur des familles, entre les communautés, avec les amis. Je pense qu'on rentre dans une période où ces choses-là seront importantes. Et l'intérêt des solidarités, c'est qu'elles peuvent agir très vite, qu'elles agissent localement. Mais elles ne peuvent pas tout faire, c'est très clair. Le problème ne se réglera pas là. Mais le problème, il y a une partie de la solution qui est là. Ce sur quoi il faut travailler aussi, politiquement ou socialement, c'est à faire basculer la problématique de la faim de l'ordre de la charité dans l'ordre du droit. Le processus est en cours et il y a eu plusieurs étapes. Ce que je veux dire par là, c'est des gens ont été formulés en partie dans la question. Le droit à la nutrition d'un enfant et plus largement d'un être humain. Alors après, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est le droit d'avoir à manger quelque chose qu'on a appris à manger, ou en tout cas qui est mangeable dans ma culture. Et vous voyez, il y a de très belles expériences qui ont été faites au Brésil, et notamment je pense à quelque chose qui s'appelle le multimélange, et il y a une thèse là qui est en train d'être soutenue par une de vos collègues brésiliennes, pharmaciennes, qui va soutenir une thèse d'anthropologie et de sociologie sur ce produit-là.
il y a parfois on peut fabriquer des choses qui sont à bas coût et qui peuvent avoir des effets positifs. Mais il faut toujours se poser la question de comment on en fait vraiment des aliments. C'est-à-dire comment on en fait quelque chose qui rentre dans la catégorie du mangeable. Il y a toujours une sorte de débat ou de discussion entre quelque chose qui serait intéressant parce qu'il y a des protéines, parce qu'il y a des éléments minéraux, parce que du point de vue nutritionnel, ça vaut le coup. Et de l'autre côté, celui à qui on le donne, c'est un aliment et il y a une manière de le respecter. Il y a une manière de construire l'identité alimentaire. Et là, c'est pas encore tout à fait fait. C'est le problème auquel se heurtent toutes les expériences de mise au point de ces produits, qui sont généralement des combinaisons de sources d'acides aminés peu chères, qui se complètent. Voilà, on ne mange pas des protéines en tube, on ne mange pas des compléments alimentaires. Donc c'est comment ça on en fait des aliments. Ça, c'est un des enjeux. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Maria Silvia, temos mais? Coloquei já para você uma perguntinha mais sobre a questão das migrações, como elas afetam a formação do hábito alimentar. D'accord. Sur la question des migrations, un phénomène global que nous vivons aujourd'hui. Attends, je vais, parce que j'ai la traduction directe de cette question. Je vais directement sur la traduction. C'est mieux. Voilà. Non, je reviens, je n'ai pas cette question. Voilà. Sur la question d'immigration, phénomène global que nous vivons aujourd'hui, comment lire ou interpréter sur cet impact, sur l'impact que celui-là aura sur les cultures alimentaires dans les pays où ces personnes arrivent? Est-ce que ces migrations provoquent des changements significatifs de l'alimentation, de la nourriture? Et comment ces groupes sociaux, quels sont ces rapports entre ces groupes sociaux et ces rapports avec l'alimentation? Question, je crois que de acculturation, non? Alors, il y a plein de... On est sur une question un peu classique sur les migrations. Il y a des phénomènes d'intégration. La pizza du Brésil, le couscous du Brésil, sont des phénomènes d'appropriation. C'est-à-dire que il y a des produits comme ça qui rentrent dans un modèle culturel. On en a plein comme ça en France aussi. Il y a parfois des phénomènes de créolisation, c'est-à-dire que les produits se mélangent, se transforment, c'est plus tout à fait le style de départ, et il y a une sorte de synthèse qui se fait. Et puis il y a parfois des clashs, c'est-à-dire des groupes qui se mêlent pas et qui vont juste éventuellement cohabiter, parfois sereinement, parfois pas sereinement. Donc il y a plusieurs scénarios là qui sont possibles dans les phénomènes migratoires. J'ai tendance à me réjouir des premiers et à regarder comment la richesse des cultures culinaires qui se sont développées doit à d'autres cultures. C'est absolument fascinant à l'échelle historique de voir les plats se déplacer, les produits se déplacer, etc. Donc là, on a quelque chose d'assez serein. Le phénomène de créolisation et de métissage sont aussi très intéressants à étudier. Et après, il y a des phénomènes où l'identité, c'est la différence. Donc, ça peut aussi jouer à ça. Ça peut jouer à ça. Ceci dit, ce que j'évacuerai aisément, c'est une homogénéisation globale des manières alimentaires, où tout le monde mangerait strictement la même chose, etc. Le scénario n'est pas tout à fait pour demain.
on constate sur des données macro des évolutions, hein, mais dès qu'on descend dans les pays, à l'échelle des sociétés, les choses sont encore très largement différenciées. Je pense qu'il va être l'heure d'aller à la soupe, não? Voilà. Ele falou que está na hora de tomar sopa, hora do lanchinho. Não, eu já ia dizer também se alguém quer dizer mais uma perguntinha para a gente encerrar, ou se você quer fazer já uma... Je crois qu'on pourrait podemos finalizar, Maria Silvia. Já está na hora. Então, eu coloquei em francês por escrito meu agradecimento aí ao professor Poulain e a você. Então, eu agradeço a disponibilidade do professor Poulain, a você, Juliana, e o Abdelio pelo apoio à sala de aula, e ao público por compartilhar conosco esses momentos preciosos. E para nós aqui, uma manhã incrivelmente esclarecedora e rica, para vocês aí já à noite, né? A hora da sopa. Muito, muito obrigada. Au revoir. Merci. Je voulais remercier Maria Silvia de l'invitation, Jean-Pierre d'avoir accepté l'invitation. C'était comme toujours, Jean-Pierre, très riche et je garde beaucoup de choses, mais surtout la question de la rationalité et l'alimentation qu'on cherche toujours et on est très loin de là. Tu nous as bien parlé aujourd'hui. Et merci. Je te laisse finir.